Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste de Nutri & Co et je vous souhaite la bienvenue sur Next Step, notre podcast. Nutri & Co est une entreprise française qui veut hisser la nutraceutique comme réflexe du quotidien, préférant la prévention à la curation et l'éducation aux promesses du marketing. Depuis le début chez Nutri & Co, on cherche à démocratiser la science et à expliquer nos produits. C'est ce qu'on fait avec nos infographies, notre chaîne YouTube, notre blog. Dans ce podcast, en revanche, l'idée n'est pas de parler des produits, mais d'élargir l'horizon. Bienvenue dans le deuxième épisode de cette saison 2. Pour le premier épisode, on était avec Yazan et on a parlé des glucides et des fibres. Aujourd'hui, c'est le tour des lipides. J'ai donc invité Gabrielle, qui travaille avec Yazan dans l'équipe qui crée les produits et les formules chez Nutri & Co. Alors, Gabrielle, tu es diplômée diététicienne et ensuite tu as fait un doctorat en nutrition, donc bienvenue. Merci beaucoup. On a beaucoup de choses à expliquer sur les lipides. La nutrition est un domaine qui alimente beaucoup de passion parce qu'elle touche à notre quotidien et bien souvent même à nos croyances les plus profondes. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, on sera vraiment très content d'y répondre, voire même de vous inviter à notre micro si vous avez des choses à nous apprendre. Donc, nous sommes le 30 novembre 2021 et on va enregistrer donc l'épisode 2 de la saison 2 de ce podcast. Donc, bienvenue à toi, Gabrielle. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, l'idée, c'est de faire ça en deux parties. On a une première partie sur que sont les lipides, et on a une deuxième partie sur un petit peu répondre aux mythes. On avait fait ce format-là avec Yazan la dernière fois, et ça marchait plutôt bien. Et donc la première partie, j'aimerais qu'on commence par quelques définitions de vocabulaire. Lipides, graisses, acides gras. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le vocabulaire ? Bien sûr. Je pense que c'est une première étape qui est essentielle, de toute façon. Lipides, gras, graisse, cholestérol. On entend beaucoup de choses pour qualifier les lipides. En fait, les lipides, c'est les graisses. C'est le gras que l'on consomme à travers notre alimentation. Et quand on parle d'acides gras, en fait, les acides gras, c'est les molécules constitutives des triglycérides. Les triglycérides qui sont la principale source de lipides de notre alimentation. C'est comme ça qu'on les retrouve essentiellement dans notre alimentation. Donc c'est un petit peu comme glucides, sucre, on a beaucoup de mots pour désigner un peu la même chose. Oui, alors les lipides, c'est en fait un des trois macronutriments avec les glucides et les protéines. Et les glucides et les protéines ont leurs propres unités de structure. Voilà. Ok, donc c'est les petites briques des Lego. C'est des petites briques constitutives, voilà, des sous-unités d'une grosse entité de lipides. Donc on dit que les lipides sont les macronutriments les plus riches en énergie. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? C'est la nature chimique qui fait que c'est les macronutriments les plus énergétiques, et on parlera des plus caloriques en fait. 1 gramme de lipides va apporter 9 kilocalories, alors que les glucides et les protéines en apportent 4. C'est pour ça qu'on parle en fait de la catégorie de macronutriments les plus riches en énergie. Ok. Et donc à quoi servent ces lipides dans notre organisme ? Ils ont des rôles essentiels, dont 2 majoritaires. C'est à la fois un apport énergétique essentiel pour notre organisme, et puis ils ont un rôle de structure, notamment pour nos membranes cellulaires, et donc ils assurent la fluidité des membranes, et c'est essentiel pour la communication entre nos cellules. Alors j'ai lu qu'il y avait également une question d'hormones, ça intervenait beaucoup dans la création des hormones. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, dans les lipides, on parle des triglycérides, mais le cholestérol est aussi un lipide. Et le cholestérol, il est précurseur d'hormones stéroïdiennes comme la testostérone et les œstrogènes. Et donc, c'est une molécule essentielle à la synthèse d'hormones de notre organisme. D'accord. On reparlera du cholestérol dans la seconde partie parce que c'est un sujet très très intéressant. Également, donc on sait que le gras, ça pose souvent des problèmes pour beaucoup de gens qui aimeraient bien en avoir un peu moins. Ouais. Le gras, c'est également le stockage d'énergie dans notre corps. En tout cas, l'énergie peut être stockée sous forme de gras dans notre corps. On sait que les glucides sont stockés dans le foie et qu'ensuite elles peuvent être transformées en triglycérines dans les cellules adipeuses. Est-ce que c'est vrai ce que je dis ou pas ? Il faut voir les choses de la manière la plus simple possible. On ingère en fait des lipides
qui vont effectivement après être stockés. En fait, quand on en a trop, évidemment, ça peut être néfaste, mais c'est aussi une forme de stockage qui nous permet de déstocker quand on en a besoin et de fournir de l'énergie à l'organisme quand il n'en a pas suffisamment. Parce que les lipides, en fait, les acides gras que l'on stocke sous forme de triglycérides dans notre organisme, c'est une bonne source d'énergie pour fournir de l'énergie à notre organisme quand il est en manque de glucose. Mais ça, c'est des voies qui sont très spécifiques. Ça veut dire que pour déstocker, il faut être quand même dans un état, que notre organisme soit dans un état qui nécessite un déstockage et une grosse demande d'énergie. Voilà. Donc, évidemment, quand on stocke, c'est très difficile de déstocker. Alors Gabrielle, est-ce que tu peux nous donner les grandes sources de lipides? Où est-ce qu'on trouve ces lipides dans l'alimentation? Oui, bien sûr. Je pense qu'on citera après les catégories en fait de lipides, mais là, il y a deux grandes sources en fait, animales versus végétales. On va retrouver les lipides animaux, viande, poisson, œufs, fromage, et puis les lipides végétaux dans les huiles végétales, les oléagineux, et puis les fruits oléagineux aussi. Donc ça veut dire tout ce qui est amandes, cacahuètes, etc. Exactement. Ok. Alors, on parle souvent de bons lipides, de mauvais lipides. Je sais qu'il y a plein de types de lipides différents. Les bons, les moins bons, les neutres, des mauvais, des très mauvais. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu des différents types de lipides, en commençant par ce qu'on peut dire que c'est les pires. Ce serait les acides gras trans, les acides gras transformés. Je pense que pour catégoriser les lipides, il faut essayer de regarder dans une vision d'ensemble, parce qu'il y a une notion qui est très importante quand on consomme des lipides, c'est la qualité des lipides qu'on va consommer. De cette façon-là, on va pouvoir finalement catégoriser les lipides en deux grandes catégories. Ceux qu'il faut limiter et ceux dont il faut encourager la consommation. Ceux qu'il faut limiter, on les connaît bien, c'est les fameux acides gras saturés, donc souvent d'origine animale. On va avoir le beurre, l'huile de coco et d'autres. Et puis on va avoir ceux dont il faut vraiment encourager la consommation, et notamment les fameux oméga 3 dont on parle très souvent. Ok, donc ça veut dire qu'il vaut mieux aujourd'hui consommer de l'huile d'olive que du beurre. Alors pourtant dans le beurre il y a de la vitamine A, il y a quand même pas mal de bonnes choses dans le beurre. Oui, il y a pas mal de bonnes choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut les bannir, ça veut dire qu'il faut les limiter. Et c'est toute là la subtilité de la consommation des lipides, c'est que quand on parle de lipides, comme je disais, on parle de qualité, et c'est en variant les sources de lipides qu'on va pouvoir varier la qualité des lipides que l'on consomme, et en tout cas essayer de favoriser certains bons lipides, notamment les oméga 3. Parce qu'il y a une vraie question d'équilibre entre les différents lipides qui est important à considérer. Donc, pour commencer la deuxième partie, répondre aux mythes, j'aimerais qu'on discute des oméga 3. On a les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9. Nous, on propose dans notre catalogue de produits des oméga 3. J'aimerais bien savoir déjà à quoi correspondent ces chiffres. Pourquoi 3, 6, 9 ? Est-ce qu'on a décidé de ces chiffres-là par hasard ou... Non, pas du tout. Ok. Ça, j'aimerais bien que tu nous en parles. Ouais. C'est lié à leur structure chimique. Ça peut paraître un peu complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les oméga 9, 6 et 3, ce sont des acides gras insaturés ou polyinsaturés. L'oméga 9, on va l'appeler, il va faire partie de la catégorie des monoinsaturés. Les oméga 6 et les oméga 3 sont des acides gras polyinsaturés. 3, 6 et 9 correspondent en fait aux chiffres du positionnement de l'insaturation ou de la double liaison de l'acide gras dans sa structure. Ok, donc il y a un sens, mais il faut avoir fait un doctorat en nutrition pour le comprendre. C'est en fait c'est en tout cas une caractéristique qu'ils ont, mais dans leur structure. Donc c'est vraiment la nature chimique. En fait, ils portent le nom de leur nature chimique. Mais sinon, l'oméga 9, il a un nom aussi. Il s'appelle l'acide gras oléique, enfin l'acide oléique.
L'oméga 6, c'est l'acide linoléique. Et l'oméga 3, c'est l'acide linolénique. Très intéressant. Mais c'est plus facile du coup de les appeler par leur structure chimique. En effet, voilà. C'est vrai. Comment est-ce qu'on peut augmenter du coup, parce que y a un problème de ratio avec oméga 3, oméga 6, où aujourd'hui, et c'est ce qu'on dit dans nos infographies, on consomme trop d'oméga 6 et 9, mais pas assez d'oméga 3. Comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter le bon ratio oméga 3, oméga 6, pour augmenter le ratio oméga 3 ? C'est une très bonne question. Ce qui est important de comprendre dans un premier temps, c'est qu'est-ce qu'on consomme au quotidien et pourquoi ce ratio, ce rapport oméga 6, oméga 3, il est pas très bon. Tout d'abord parce qu'on consomme beaucoup d'huile d'olive, d'huile de tournesol dans notre cuisine au quotidien. Et puis parce que les produits industriels, ils contiennent aussi beaucoup d'oméga 6. Donc c'est très difficile d'avoir un ratio équilibré oméga 6, oméga 3. Pour pouvoir le rééquilibrer, ça veut dire essayer de limiter en fait la consommation d'huiles qui contiennent beaucoup de monoinsaturés d'oméga 9 et d'oméga 6, mais c'est surtout de valoriser vraiment la consommation d'oméga 3, parce que finalement c'est ce qu'il y a de plus limitant. On a des recommandations en fait en lipides. Finalement, la part qui doit être apportée par l'acide, par exemple l'oméga 9, l'acide oléique ou les oméga 6, elle est assez importante, mais ce qu'il faut vraiment valoriser, c'est la part qui est apportée par les oméga 3. Pour ça, il faut essayer en tout cas d'introduire des huiles comme l'huile de colza, l'huile de lin dans notre quotidien. Alors c'est pas toujours simple, mais l'idée c'est de mélanger ces huiles, par exemple dans des salades ou dans des légumes, pas en cuisson, mais dans des légumes qui ont déjà été cuits, de façon à assaisonner autrement nos plats. D'accord, parce que ça effectivement, il y a une notion de cuisson, on en parlait hier. On discutait hier de ce qu'on allait se dire aujourd'hui. On parlait de la cuisson et tu me disais un truc intéressant comme quoi des bonnes graisses au départ peuvent devenir de très mauvaises graisses si on les cuit. Ouais, c'est exact. Si l'huile de colza elle est super intéressante telle que cuite, c'est vraiment pas la bonne solution parce qu'en fait elle n'est pas adaptée tout simplement à la cuisson. Et on va pouvoir retrouver dans le commerce des huiles de colza qui sont faites pour la cuisson, mais à ce moment-là, c'est des huiles qui ont subi une transformation chimique, notamment qui s'appelle le raffinage, et qui fait que l'huile, elle va plus contenir les oméga 3 qui sont intéressants sous la bonne forme et qui va être intéressante du coup pour nous, notre santé. Donc voilà, il faut faire attention aux huiles qu'on utilise. Typiquement, l'huile de tournesol est adaptée à la cuisson. Et alors nous, on propose directement des gélules d'oméga 3. Oui. C'est un des moyens d'améliorer son ratio, mais il y a aussi tout ce qui est poisson, tout ce qui est oméga 3 d'origine animale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces... Oui, exactement. Et comme on disait, il y a deux catégories. Au tout début, on disait il y a à la fois la source et il y a ce qu'il faut favoriser et limiter. Et en fait, le poisson, c'est une origine animale. Et souvent, on disait que les mauvaises graisses, c'est souvent les graisses animales qui sont incriminées. Et en fait, le poisson, c'est vraiment le contre-exemple. Il contient des oméga 3, des polyinsaturés à très longue chaîne. Vous entendrez peut-être parler de PA et DHA, comme tu citais notre produit avec nos oméga 3 qui en contiennent. Et en fait, le poisson, c'est très riche en oméga 3 d'intérêt. Donc à la fois, on associe une source animale, mais on a une très bonne source en oméga 3. Et qui sont extrêmement difficiles à avoir dans notre alimentation et que notre corps en fait ne sait pas produire en quantité suffisante. Par exemple, le DHA, il est catégorisé dans les acides gras indispensables puisque notre corps ne sait pas le synthétiser ou en tout cas en quantité suffisante. Très intéressant. Alors j'aimerais qu'on discute un petit peu du cholestérol. Qu'est-ce que c'est que le cholestérol ? Pourquoi est-ce qu'on parle de bon et de mauvais cholestérol ? Et j'aimerais que tu nous expliques également ce que c'est que la différence entre le cholestérol sanguin et le cholestérol alimentaire. On va peut-être commencer par quelles sont les sources, finalement, les formes d'apport du cholestérol. Il y a l'alimentation, et puis en fait, on en produit nous-mêmes.
Voilà, il y a une production endogène, une synthèse endogène qui est faite par l'organisme. Donc finalement, il y a une contribution de l'alimentation à l'apport en cholestérol, mais il n'y a pas que ça. Puisque le cholestérol, comme on disait au tout début, c'est le précurseur d'hormones dans notre organisme. Ensuite, le cholestérol, il y a le bon et le mauvais, hein, comme tu disais. Donc on parle souvent de LDL cholestérol et de HDL cholestérol. Faut savoir qu'il soit dans les LDL ou dans le HDL, c'est le même cholestérol. Mais dans l'organisme, il y a une subtilité, c'est-à-dire que en termes de circulation dans notre organisme, le LDL, il va partir du foie et il va ramener vers la circulation sanguine, alors que le HDL, il va aller de la circulation sanguine vers le foie. Et lequel est le bon, lequel est... Et le bon, c'est celui qui ramène vers le foie, puisqu'on sait que le cholestérol a la capacité à se déposer dans la circulation sanguine et à augmenter le risque cardiovasculaire. Pour retenir, c'est facile, HDL, c'est H, happy, content en anglais, donc ça marche très bien pour s'en souvenir. Donc le cholestérol, il y en a uniquement dans les produits animaux. Chez les plantes, c'est phytostérol. Voilà. D'accord. Donc le cholestérol est uniquement amené par les produits animaux. Mais en fait, évidemment qu'il y a des recommandations autour des aliments qui sont riches en cholestérol quand on a une problématique de cholestérol, qui est souvent aussi due à des problématiques génétiques. Voilà, en fait, l'alimentation, parfois, ça ne va pas suffire à rétablir un cholestérol normal. Oui, il faut éviter la consommation de produits animaux, mais c'est une recommandation qui est générale. Il va y avoir des recommandations qui sont beaucoup plus spécifiques, voire des traitements quand on a des problèmes de cholestérol. Mais il faut voir les choses dans leur ensemble, c'est-à-dire que la consommation de fibres, tout ça, ça favorise aussi un meilleur taux de cholestérol sanguin. Voilà. Après, quand il y a de vraies problématiques, là, comme je disais, on passe sur des traitements et l'alimentation n'y peut pas grand-chose. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer qu'on ait voulu quasiment supprimer le gras de l'alimentation à une époque pour les gens qui voulaient maigrir? C'est-à-dire qu'on voyait partout des 0% de matière grasse, des fromages blancs complètement légers. Enfin, tout était... Il y a eu une mode un petit peu, je trouve, dans les années 2000 de vouloir tout alléger. Ouais, on a voulu bannir le gras comme si c'était l'ennemi juré de santé publique. Eh bien, c'est pas vrai. Voilà, je pense qu'en fait, il y a peut-être un vrai processus marketing derrière ces produits aussi, 0%, quelque chose de rassurant chez le consommateur qui se dit que je consomme moins de gras et donc je vais moins prendre de poids. Sauf qu'en fait, c'est pas si simple que ça et les lipides, ils sont extrêmement importants dans notre alimentation, ils servent à plein de choses et on l'a déjà dit, il y a une vraie notion aussi de qualité. Et d'ailleurs, il y a un petit moment maintenant déjà, mais l'autorité de santé qui est responsable des recommandations a augmenté la part attribuée aux lipides dans notre alimentation de façon à revaloriser la quantité de lipides au sein de notre alimentation et surtout de valoriser les bons lipides. Donc, c'est pas bannir les lipides, c'est simplement qu'il faut savoir bien les choisir. Et si je peux rajouter quelque chose, il y a aussi... une vraie problématique des produits industriels aujourd'hui. Si aussi notre ratio il est déséquilibré, c'est qu'on consomme beaucoup de produits industriels, transformés, mais aussi ultra formulés, avec des graisses qui ne sont pas forcément de bonne qualité parce qu'elles ont aussi été modifiées par des procédés technologiques pour obtenir une texture un peu différente et de façon à ce que à la fois le produit se conserve mieux, mais aussi ait une saveur et une texture beaucoup plus intéressante pour le consommateur. Alors ça, du coup, c'est effectivement ma prochaine question. Est-ce qu'il y a des produits dans le commerce, qu'on peut trouver dans le commerce, qui sont vraiment à bannir ? Oui, donc il n'y a pas de produits à bannir à mon sens, si ce n'est que la nutrition, que ça plaise ou non, tout est une question de mesure et de choix raisonnés. Donc... Voilà, tout est une question de proportion à laquelle les aliments sont consommés. Évidemment, on a tous de temps en temps envie d'une barre chocolatée qui contient des cacahuètes. Évidemment que de temps en temps, on aime se faire un fast-food et manger du poulet frit. Tout ça, c'est des apports en lipides qui ne sont pas forcément intéressants. Et puis, quand on considère la barre chocolatée, ça va être à la fois des lipides et des sucres. Et l'association des deux
ne fait généralement pas bon ménage, en tout cas pour notre santé, surtout et toujours dû à la nature des sucres et des lipides qu'ils contiennent. Mais voilà, je pense qu'il faut surtout raisonner à l'échelle, par exemple, de la semaine, avec des proportions qui soient raisonnables d'apport de ces aliments, et pas sur la journée, évidemment, parce que si c'est consommer tous les jours quelque chose, évidemment que là, ça aura plus de conséquences. Donc l'idée, c'est pas de bannir, mais c'est un discours qui est un peu toujours le même, mais de bien choisir, et en tout cas de bien contrôler la proportion de ce qui est consommé. Ok. J'aimerais qu'on discute un petit peu, parce que là, on parlait des produits transformés en substance. On disait que finalement, je réinterprète un peu ce que tu dis, mais il faut essayer d'éviter le plus possible les produits transformés qui contiennent des graisses transformées. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de l'huile de palme ? Est-ce que c'est une mauvaise huile ? Est-ce que c'est une bonne huile ? Quelle est la problématique autour de l'huile de palme ? Aujourd'hui, c'est aussi un gros discours marketing. N'importe quel petit producteur dit « mes produits sont sans huile de palme ». Est-ce que tu peux nous en parler ? L'huile de palme, ça, je pense, que ça a révolutionné beaucoup de choses dans le domaine industriel parce que ça a une texture très particulière, ça rancit beaucoup moins qu'une autre huile et donc évidemment que pour produire par exemple des biscuits, c'est hyper intéressant. Donc il y a une problématique nutritionnelle parce que honnêtement, c'est pas très intéressant pour nous, pour notre santé, et ça vient pas du tout rétablir le ratio oméga 6, oméga 3. Il y a beaucoup d'oméga 6 dedans ? Ouais. Ok. Ouais, tout à fait. En tout cas, il n'y a pas d'oméga 3. Ok. Et donc après, il y a une problématique environnementale que tout le monde connaît autour de l'huile de palme. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de discours marketing derrière. Éviter l'huile de palme, même si c'est un agent industriel incroyable pour l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, ce qui pose réellement problème, c'est que même s'il y a une démarche éthique autour de l'huile de palme, pour certains petits producteurs en fait, qui en utilisent, mais de manière raisonnée et avec une culture raisonnée, eh ben, ils sont obligés de la bannir parce que ça a une très mauvaise réputation. Donc il y a peut-être une image à redorer, sans défendre l'huile de palme, mais non, voilà. Mais ce que tu veux dire, c'est que c'est une huile qui nutritivement est assez neutre et pas très intéressante, mais c'est bien moins pire que l'huile de friture, qui sont là par contre des graisses trans, des graisses saturées trans, quoi. Oui, je pense que il faut raisonner en termes de qualité. Évidemment que je suis pas sûre qu'il y ait vraiment de meilleurs choix à ce niveau-là. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison de plus, comme tu le dis, l'incriminer qu'une autre huile qui ne serait pas favorable pour la santé. Ok, donc les problématiques sont environnementales. Bon, évidemment, il faut plutôt conseiller aux gens de se faire leurs propres biscuits avec leurs propres ingrédients, si possible. Ça oui, et encore, je ne suis pas sûre qu'on met des huiles riches en oméga 3 dans nos gâteaux, comme l'huile de lin ou l'huile de colza. Mais évidemment que c'est toujours une bonne solution de faire toi-même. En tout cas, chez nous, on n'a pas la possibilité de transformer les graisses comme en industrie. Ça, c'est sûr. J'ai une dernière question sur les substituts végétaux à des matières grasses qu'on a toujours utilisées un peu depuis la nuit des temps, et je pense notamment au beurre. Aujourd'hui, on a la margarine. La margarine, qu'est-ce que c'est ? En quoi c'est différent du beurre ? Est-ce que c'est meilleur pour la santé ? Alors, je sais que là-dessus, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Il y en a qui sont enrichis en oméga 3. Qu'en est-il de cette margarine versus le beurre ? À l'origine, c'était un substitut pour évidemment le beurre, pour la texture. Bien évidemment, tu me contrediras pas, ça n'a pas le goût du beurre. Et c'est en tout cas, c'était une manière d'éviter d'apporter plus de graisse animale parce que la margarine est constituée d'huile végétale. Il y a il y a une vraie question autour de la margarine qui était est-ce que c'est mieux pour les gens qui ont du cholestérol, par exemple ? Parce qu'il y a des margarines, comme tu disais, qui étaient enrichies en oméga 3. Il faut voir aussi la forme
par laquelle ces oméga 3 ils sont apportés aussi, parce qu'il y a peut-être aussi des procédés technologiques qui modifient en fait ces oméga 3 de façon à ce que l'émulsion elle tienne. Voilà, il y a plein de choses technologiques autour de la margarine, qui est quand même une préparation spécifique. Mais si on en revient au cholestérol, il y avait des margarines qui étaient enrichies en phytostérol, par exemple. Alors, est-ce que c'est une solution pour le cholestérol ? Pas vraiment. Comme on le disait, en fait, le cholestérol, c'est une vue d'ensemble de l'alimentation, et c'est pas la margarine qui va... c'est pas juste la margarine qui va régler ce problème-là. Donc, est-ce que c'est une bonne alternative végétale ? Pas plus. Ok. Oui, parce que alors moi, ce que je vois aussi, c'est que c'est un produit qui est très transformé, qu'on peut presque uniquement créer par l'industrie, alors que le beurre, si tu veux, tu peux en faire chez toi quasiment. Oui, et puis à l'origine, c'était de dire aussi qu'on pouvait un peu cuire avec la margarine. Alors au début, les formules n'étaient pas telles qu'elles étaient aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un enrichissement avec différentes huiles. En tout cas, il y a d'autres huiles, sources d'huile qui sont utilisées dans la margarine et qui ne permettent pas en tout cas de cuire un aliment comme le beurre, qui lui ne doit pas être utilisé pour faire une cuisson, puisque on disait tout à l'heure, il y a des matières grasses qui sont sensibles, le beurre en fait partie. Et donc la margarine n'est pas forcément une solution non plus pour cuire. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise alternative si on veut mettre de la margarine dans ses haricots verts plutôt que du beurre. Alors du coup, et je pense qu'on en finira là-dessus, on parlait hier également des modes de cuisson qui ont tendance à altérer les différentes graisses. En fait, il y a des points de fumée, ça on en parlait. Les points de fumée qui sont du coup différentes pour les différentes huiles. Il y en a qui en ont un très très haut, typiquement l'huile de coco, on peut la cuire à haute température, on peut cuire des choses à haute température dedans. Par contre, le beurre, on va voir que si on le laisse un petit peu trop longtemps dans la poêle et qu'il devient brun et qu'il devient noir, ça arrive très très vite, et là, il n'y a plus qu'à jeter et recommencer, quoi. Est-ce que c'est vraiment mauvais de passer sur le point de fusion ? Est-ce qu'on peut... alors, instant cuisine, mais moi je sais que j'aime bien rajouter un peu d'huile d'olive quand je mets du beurre, parce que du coup ça permet d'augmenter un peu le point de fumée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce point de fusion Point de fusion, point de fumée. Point de fumée. En fait, à un moment donné, quand la matière grasse elle va atteindre son point de fumée, elle va faire de la fumée, et de manière continue. C'est ce qu'on appelle le point de fumée. Et alors à ce moment-là, c'est pas très bon, parce que les acides gras qui sont contenus dans l'huile, ils se transforment. Et en fait, après, on obtient des nouvelles espèces qui sont pas très très bonnes, en tout cas pour notre santé. Donc, bien choisir son huile de cuisson, ça c'est important. On le disait tout à l'heure, on a cité l'huile de tournesol pour le quotidien, c'est celle qui est le plus utilisée. Et puis après, on citait aussi certaines huiles qui sont raffinées. C'est pas toujours la solution quand on veut avoir des oméga 3, par exemple pour l'huile de colza. Utiliser une huile de colza raffinée, on n'aura plus les oméga 3 d'intérêt. Donc il y a plusieurs possibilités pour cuire ces aliments. Okay. Mais le beurre n'est pas vraiment une solution. Alors ça va aussi dépendre du temps de cuisson. On voit très vite un beurre qui noircit, une matière grasse qui fait de la fumée. L'idée, c'est pour des aliments qu'on va faire frire longtemps ou qu'on va faire griller. Là, il faudra vraiment, vraiment utiliser une matière grasse adaptée. Ok, donc lipides plus fumée, pas bon. Pas bon. Merci beaucoup Gabrielle pour ce moment. Merci à toi. C'était vraiment très chouette, j'ai appris des choses et j'espère que vous aussi, nos auditeurs. Vous pouvez retrouver ce podcast sur notre blog et sur toutes les applications comme Spotify ou Apple Podcast. Quelle que soit la plateforme que vous utilisez, laissez-nous votre commentaire et vos avis, ça nous aide vraiment à nous améliorer. Le prochain épisode portera sur les protéines, donc vous pouvez déjà poser vos questions en commentaire et on y répondra dans le prochain épisode. À la prochaine!